Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la fin de saison, les fameux top 10 de fin de saison. Et aujourd'hui, on s'attaque aux coureurs français hommes. On va revenir sur leur saison, sur la saison des Français qui est également intéressante. Et puis, on détaillera ce top 10 dans l'ordre inverse, avec bien entendu, comme d'habitude, des mentions honorables. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser et qu'ils vont aimer également. Si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également booster cette vidéo, ça c'est gratuit, 3 fois par semaine sur YouTube. Et c'est sur mobile à côté du bouton pouce bleu, et puis vous pouvez également vous abonner et rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, et plus vous cliquez rapidement sur les notifications sur les miniatures, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Surtout si vous voulez cliquer juste après leur mise en ligne, c'est pour ça que la petite cloche est intéressante de ce côté-là. On commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, la saison française 2025. Je dirais qu'il y a du bon et du moins bon. Il y a du renouveau, ça c'est clair et net. Ça se voit même dans ce top 10. Il y a pas mal de changements. Il y a eu beaucoup de départs à la retraite aussi, qui fait que on a des changements dans le top 10 et puis des coureurs qui étaient un petit peu en fin de cycle, on va dire. Et puis on a quand même des lacunes. Je dirais sur le classement général, heureusement qu'il y a eu le Tour de France, la Vuelta a été quand même assez compliquée. Il y a encore des coureurs qui doivent progresser, qui doivent s'améliorer, notamment des Lenny Martinez, des Romain Grégoire, qui sont pas encore à leur maximum. Il y a l'arrivée de nouveaux concurrents encore. Je pense qu'on a quand même, on arrive un peu à renouveler les générations. Ce qui n'a pas toujours été le cas du côté de la France, où parfois on a eu des gros trous de génération, où on avait personne qui amenait la relève. Là, on arrive un peu mieux à gérer ces nouvelles générations. Il y a eu des nouveaux venus, ça c'est clair et net. On a été quand même acteur, encore une fois, sur les classiques. Les classiques d'un jour ardennaise ou les classiques vallonnés, on arrive à être acteur. Je trouve qu'on a une grosse densité sur ces épreuves-là. C'est un peu plus compliqué sur les Flandriennes, notamment, où cette année, ça a quand même été extrêmement, assez discret quand même sur ces Flandriennes. Et puis, sur les grands tours, où c'est vrai qu'au niveau classement général, on n'a pas un Pogacar, on n'a pas un Vingegaard, donc on a du mal à rivaliser. Mais sur le Tour de France, on a plutôt été bon. C'est vrai que sur le Tour d'Italie, sur le Tour d'Espagne, ça a été un petit peu plus discret. Et puis on paye aussi cette année, je pense, en termes de résultats, la mauvaise année de la Groupama FDJ. Et c'est même surprenant dans ce top 10, vous allez voir, c'est qu'au final, il n'y a qu'un seul coureur de la Groupama FDJ. Et ça, je pense que c'est une première. J'ai un seul coureur de la Groupama FDJ dans mon classement, dans mon top 10. Et j'ai envie de dire, même avec les mentions honorables, j'en ai pas rajouté. Et c'est vrai que cette équipe française a vraiment subi. Elle a quand même 2 leaders pour le classement général. Je pense à Guillaume Martin, je pense également à David Gaudu, qui ont eu du mal à exister sur l'année. Alors, David Gaudu, il y a certes un début de Vuelta, mais au final, l'année est quand même pas fantastique. Donc oui, il y a eu des difficultés, je dirais, du côté de la Groupama FDJ, et ça se ressent aussi un petit peu sur les résultats de la France. Je dirais que c'est correct, c'est pas extraordinaire. Il y a eu des saisons meilleures du côté de la France, mais on a une nouvelle génération qui arrive, qui est très prometteuse. On a beaucoup de coureurs jeunes assez prometteurs, donc je dirais qu'on on part sur des prochaines années qui vont être intéressantes du côté de la France. Je pense que les années à venir vont être très intéressantes, et pas seulement grâce à un seul coureur. Si vous voyez ce que je veux dire, euh, il y a d'autres profils intéressants français qui arrivent à être performants. Mais voilà, il y a un vrai
renouvellement de génération qui est en train de se faire. Et je dirais que ça commence à arriver avec du haut niveau, donc on va voir ça tout de suite avec ce top 10, en commençant donc par le 10e de ce classement. Et on commence tout de suite par le 10e qui est un sprinter, mais un sprinter qui n'était pas forcément le plus connu jusqu'à cette année 2025. Et c'est pas un coureur qui s'appelle ni Arnaud Démare, ni Nasser Boigny, ni Brian Cocard. Là aussi, on a un renouvellement de génération du côté des sprinters avec Émilien Janière. Et oui, le sprinter de la Total Energy, arrivé chez les pros assez tard. C'est un coureur qui est passé de nombreuses années au Vendée U, mais à qui qu'on ne lançait pas chez Total Energy. Il est arrivé seulement en tant que titulaire, année complète en 2023. Il a même été stagiaire en 2021 sans être monté dans l'équipe 1 de la Total Energy, pur produit donc de la Total Energy de Jean-René Bernaudot, hein, Vendée U Total Energy d'arrière. Et c'est un coureur qui, en 2024, avait fait une bonne fin de saison, notamment sur les courses au Japon, parce que maintenant Total Energy court pas mal au Japon, mais il avait été voilà sur pas mal de courses un petit peu exotiques, comme on pourrait dire, pas forcément les plus grandes courses du calendrier. Cette année, un calendrier un petit peu plus imposant et surtout, il a battu des bons concurrents en début de saison. Moi, je rappelle sur les courses en Espagne et je pense à la Classica des Almeria où il fait un très très beau sprint ce jour-là sur le Samin aussi où il a été très fort. À Bellegarde sur Paris-Nice, il prend quand même une belle deuxième place. Ça faisait depuis longtemps que Total Energy avait pas eu de résultats comme ça. Et puis même sur le reste de la saison, alors il a pas sur la deuxième partie de saison, il a peut-être fait des courses un petit peu plus petites, notamment le Tour d'Allemagne, mais il prend encore une deuxième place. Au niveau du Tour d'Allemagne, il y avait du beau monde. Dommage, il a abandonné très vite le Tour de France. Ce qui fait qu'on n'a pas pu voir ce que ça aurait pu donner sur le Tour de France parce que c'est l'étape de Dunkerque où il tombe, l'étape de Boulogne-Dunkerque où il tombe assez violemment et ensuite on ne le revoit plus. Voilà, dommage c'est cette chute sur le Tour de France. Sinon ça a été une belle année pour Janière et puis il finit bien deuxième du Tour de Vendée. On sait que c'est une course importante en France, deuxième du Grand Prix de Wallonie également au mois de septembre, vainqueur du classement du maillot vert du Tour d'Istanbul. Et deuxième du Grand Prix de Plouay derrière Arnaud Delis. Pour moi, la saison est réussie, très réussie du côté d'Émilien Janière. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'un autre sprinter en France, de Paul Magnier, mais Émilien Janière, il y a quand même eu des résultats, et comme quoi on peut avoir une maturité un petit peu plus tardive. Il a 27 ans. Émilien Janière, c'est pas un petit genou, Janière, mais parfois la maturité arrive un petit peu plus tard. Après, du côté des sprinters, c'est rare quand même encore les sprinters ultra jeunes. Alors maintenant ça commence à arriver, ça arrivait quand même un petit peu plus tard que dans d'autres catégories de coureurs parce que il faut quand même avoir une science du placement, il faut savoir frotter, il faut savoir frotter intelligemment aussi, et ça s'apprend quand même un petit peu avec l'expérience. Mais Émilien Janière, tu t'aperçois que chez les pros, en gros il a 3 ans. Ce qui est pas beaucoup, 3 ans chez les professionnels. Là, c'est vraiment un coureur qui a pas mal progressé sur l'année 2025. Il a vraiment passé un cap. On va voir s'il va confirmer en 2026. Forcément, il va y avoir des spéculations pour en dehors après 2026 parce que est-ce que Jean-René Bernaudot déjà continue? Ça, c'est une grande interrogation. Si Jean-René Bernaudot continue pas, c'est un coureur qui pourrait faire les intérêts d'une équipe. Il y a pas mal d'équipes un sprinter, c'est toujours intéressant au niveau des points UCI, hein. Par exemple, un Émilien Janière cette année en points UCI, c'est 1590. Et oui, il y a peu de grimpeurs qui arrivent à faire ce score-là. Des sprinters, il y a eu Maloucheli également du côté d'Astana qui a fait aussi un gros score, parce que vous avez les plus petites courses du calendrier où vous pouvez marquer des points. Et là, c'est forcément intéressant. C'est forcément intéressant pour d'autres équipes. Donc ça sera la réflexion autour d'Émilien Janière, mais
Alors, très intéressant sur l'année 2025, ce qu'il a proposé le Français, et on va continuer à le suivre l'an prochain. On espère qu'il va réussir à confirmer, parce qu'après avoir fait une belle année comme celle-là, il faut confirmer. Puis on espère des résultats désormais sur le Tour de France, ce qui a été voilà, qui s'est arrêté beaucoup trop tôt pour lui, et puis sur les autres belles courses du calendrier, parce que la Total Energy sera présente quand même sur des belles courses du calendrier, et notamment les Pro Series, hein, où désormais Total Energy est obligée d'aller sur les épreuves Pro Series, étant donné qu'elle fait partie des 5 meilleures équipes de deuxième division sur l'année 2025, et qui ne sont pas montées en première division. On regarde tout de suite le prochain coureur de ce classement. On parle d'un coureur français, d'une équipe qui a quand même réussi à placer pas mal de coureurs dans ce top 10. C'est la Decathlon AG2R, la Mondial Team. Là aussi, un coureur à maturité tardive, un coureur qui a surtout eu besoin d'un déclic. Un déclic qui est venu grâce à Paul Sexas. C'est Nicolas Prodhomme dont on va parler tout de suite. 9e de ce classement, Nicolas Prodhomme. En début de saison, Nicolas Prodhomme, il n'y avait pas de victoire. C'est un coureur qui n'avait pas gagné chez les professionnels. À la fin de l'année, il a 6 victoires, dont une victoire d'étape sur un grand tour. Tout s'est joué sur cette fameuse étape du Tour des Alpes, où il part en échappée, il est rejoint par Paul Sexas, et ce jour-là, Paul Sexas va dire à son équipier « Je te laisse la victoire », malgré le fait que dans la voiture, tout le monde voulait que ça soit Paul Sexas qui gagne. Ce geste-là de Paul Sexas, je pense qu'il s'en souviendra encore l'an prochain et dans les années à venir, Nicolas Prodhomme, ça a créé un déblocage. C'était un coureur qui ne gagnait pas. Il avait pourtant du talent, mais il ne gagnait pas. Il était passé pas loin plusieurs fois. Il y a des coureurs comme ça qui sont bons, mais qui, quand il faut aller chercher la victoire, n'y arrivent pas. Il y a une sorte de blocage. Un Carlos Veronas, un Nico Denz, par exemple aussi, qui étaient des coureurs qui avaient du talent, mais qui n'arrivaient pas à débloquer le compteur. Le jour où ils débloquent le compteur, ça y est, t'as l'impression que tout s'est débloqué. T'as l'impression que voilà, la barrière a été complètement débloquée. C'est ce qui s'est passé avec Nicolas Prodhomme. Nicolas Prodhomme, sur la première partie de saison, on le voit beaucoup en échappée, mais il n'arrive pas à gagner. On le voit beaucoup. Par exemple, il fait 10e du Tour d'Andalousie, ce qui n'est pas un mauvais résultat. 7e du Grand Prix La Marseillaise, donc il est derrière les échappés. Je crois me rappeler sur le Grand Prix La Marseillaise. Voilà, il est derrière Valentin Ferron, Van Emelen, mais bon, voilà, il est derrière Paul Sexas, mais il fait pas de mauvaise journée. Et puis après, comme quoi Valentin Ferron, tiens, en parlant du Grand Prix La Marseillaise, juste la malédiction du Grand Prix La Marseillaise, Valentin Ferron, vous savez, on dit toujours quand on gagnait la première course, c'est pas forcément bon. Bah, Valentin Ferron, quand tu regardes le reste de l'année, c'est 143 points UCI, dont 125 au Grand Prix La Marseillaise. Et 11 autour de la Provence. Donc ensuite, il a enchaîné les abandons. Abandon classique Var, Strade Bianche, les Guelia. Non partant sur le Tour des Alpes-Maritimes. Abandon sur l'Amstel, Flèche Wallonne, Liège, Mercantour, Copenhague, Sprint, Championnat de France abandon. Abandon à Classique à San Sébastien. Abandon à la Veneto Classique et au Giro del Veneto. Je pense que c'est l'un des coureurs qui a peut-être fait le plus d'abandons sur l'année. Comme quoi la tradition a été respectée. Hein. Gagner la première course de la saison, c'est pas forcément très intéressant pour la réussite ensuite derrière. Coureur en plus qui venait de la Total Énergie. Hein. Coureur, c'était une nouvelle recrue à ce moment-là, Valentin Ferrand. Mais donc voilà, pour revenir à Nicolas Prudhomme, il y a des coureurs comme ça qui ont besoin d'un déblocage. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pour Valentin Ferron. Même l'an dernier, il y avait déjà des résultats en 2024. C'était sur Rennes, où il avait pris la 5e place, où il était dans l'échappée, le Tour du Doubs, mais il n'arrivait pas à gagner. C'est comme Clément Berthet, par exemple aussi, qui est un coureur qui, je pense, a un blocage au niveau victoire. Bah lui, voilà, c'est un coureur qui n'arrivait pas à gagner. Et alors là, cette année, cette victoire sur le Tour des Alpes, où il fait quand même un sacré numéro sur l'étape de Linz,
Lienz, je sais jamais comment on doit prononcer cette ville, en Autriche, où ensuite, voilà, avec toute cette histoire avec Paul Sexas, mais qui a la bonne idée. Derrière, Giro, il gagne à Champoluc. Champoluc, il gagne, mais il y a 2 top 5 quand même, hein, sur ce Tour d'Italie. Il y a une 15e place au général, en prenant beaucoup d'échappées. Et puis derrière, vainqueur de la route d'Occitanie. Au niveau de l'été, le Tour de l'Ain, où il se fait battre par un Brooks, mais qui ce jour-là fait un sacré numéro quand même sur l'étape numéro 3. Mais sur l'étape numéro 2, il arrive à complètement battre les 2 coureurs de la Visma ce jour-là. La Poli normande, où pour avoir suivi ça de loin, mais il fait un super numéro dans le final pour s'imposer sur cette épreuve. Donc voilà, un coureur qui a réussi à performer. Là encore, 28 ans, maturité un petit peu plus tardive. Là, alors, je parle de maturité tardive, là je pense que c'est surtout qu'il y avait un blocage. Il y avait un blocage du côté de ce coureur. Il avait le talent les années précédentes, mais ça voulait pas scorer. Coureur qui aussi, de manière assez surprenante, a mis un petit temps avant d'arriver chez les pros, hein. C'est un coureur qui s'est retrouvé stagiaire chez Cofidis, qui a été dans l'équipe réserve d'AG2R, mais qui a été également stagiaire chez Aubert 93. Voilà, c'est un coureur qui a un peu vagabondé avant d'arriver chez AG2R en tant que titulaire. Donc voilà, coureur très intéressant qui bah voilà, a remporté quand même 6 victoires sur cette année 2025, alors qu'il en avait 0. Donc bravo, monsieur Nicolas Prodhomme, bravo pour cette saison. Et bah là aussi, on espère la confirmation pour l'an prochain. Et on espère surtout que ça durera un petit peu plus longtemps que dans Spitters. Parce que dans Spitters, nous avait fait voilà, un truc un peu comme ça, et puis après derrière, ça s'était un peu écroulé. Donc j'espère que ça s'écroulera pas à 30 ans pour Nicolas Prodhomme dans le futur. On regarde tout de suite le 8e coureur de ce classement. 8e coureur de ce classement. Il est berrichon. Il est français, mais berrichon. Aussi un petit peu rattaché quand même à l'Allier, hein. C'est Julien Alaphilippe, le coureur de la Tudor. Alors, certains vont dire que je l'ai mis un petit peu haut, peut-être par rapport à Nicolas Prodhomme. Julien Alaphilippe, il y a quand même... Moi, ce que je retiens de cette saison, c'est que je dirais pas une renaissance, parce que on n'est pas sur le retour du Julien Alaphilippe de champion du monde, par exemple. Mais c'est quand même un retour aux avant-postes. C'est un retour aux avant-postes qui s'est fait en plusieurs étapes. Pour moi, il y a des moments marquants dans sa saison à Julien Alaphilippe. Le premier moment marquant, pour moi, c'est Paris-Nice. C'est Paris-Nice, l'étape d'Oron. L'étape d'Oron, pourquoi? Il fait un énorme travail pour Storer. Pour ceux qui se rappellent de cette journée dans la neige, dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, pour moi, c'est le premier jour où je me dis, ah, tiens, on a retrouvé un Julien Alaphilippe qui est capable de jouer des courses. Ça, c'est la première étape. Il y a eu également l'Amstel. Même si son accélération, au final, n'a pas donné grand-chose, il est capable de remettre des mines, même si, bon, il met des mines, mais ça tient pas la route. Forcément, après, il y a le Tour de Suisse, parce qu'il fait un Tour de Suisse où il est assez constant, 5e au général, régulier tous les jours, même si, encore une fois, c'est un Tour de Suisse qui est assez particulier, pardon, avec pas forcément beaucoup de monde au départ. Sur le Tour de France, je retiendrai l'enchaînement Carcassonne-Ventoux, plus même que l'étape de Boulogne. Il fait 5e, mais c'est pas forcément... 5e, en plus, c'est un peu le bordel, je me souviens du côté de la Tudor ce jour-là. Mais plus Carcassonne-Mont-Ventoux, où c'est du costaud. Carcassonne, il tombe sur bon, voilà, un très grand Tim Wellens. Personne ne peut aller chercher Tim Wellens, mais je trouve qu'il finit bien sa journée. Bien entendu, le Canada, avec cette victoire à Québec dans une échappée complètement dingue de 75 bornes. Il attaque, enfin, c'est une action complètement folle où tu te dis, mais où ça va aller? Et puis en fin de saison, il y a quand même aussi une 3e place aux Trois-Vallées Varisines, après pourtant des championnats du monde qui auront été compliqués pour lui, mais Québec, ouais, impressionnant Québec. C'est un moment que je retiendrai de la saison.
Vraiment, cette victoire, ce jour-là, on est en plus, faut quand même se rappeler, quand on est à Québec, au même moment, on est sur la Vuelta. Vuelta morose au possible. Entre le parcours pas top, toute l'affaire avec Israël, on a envie de voir autre chose. Donc je me rappelle très bien, je me dis, je vais regarder Québec le soir. Normalement, dans l'idée, au départ, je m'étais dit, je vais faire la Vuelta, je fais mon débrief de l'étape de la Vuelta, et Québec, je vais le regarder le lendemain matin. Voilà, quand je vais avoir un petit peu de temps, je vais peut-être pas le regarder en direct. Et puis, bah, je décide de regarder Québec parce que je suis tellement énervé par cette Vuelta qu'en gros, il faut que je vois autre chose de cyclisme. Il faut que je vois un truc un peu frais, quoi, du cyclisme un peu frais. Je tombe Québec, je suis à, je sais plus, 85, 90 bornes de l'arrivée. Alors, faut savoir que j'ai bouffé, donc j'ai raté au final un peu l'attaque d'Alaphilippe, et j'arrive à 50 bornes. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? On se retrouve à avoir un groupe qui a jamais eu énormément d'avance. Alors, il est aussi aidé par Pogacar qui, ce jour-là, dit, bah si mes adversaires veulent pas m'aider, bah en gros, je vais pas les emmener au sprint, très clairement. Et s'ils veulent pas donner un coup de main et durcir la course, bah en gros, je vais pas durcir à leur place. Donc démerdez-vous. Et ça a donné cette course improbable avec un Sivakov qui est à l'avant, avec Julien Alaphilippe, et c'est ce final où il gère parfaitement, avec de l'intelligence, parce que je sais pas si c'était le plus fort. Sivakov était costaud ce jour-là, mais je pense il y avait moins de réflexion que Julien Alaphilippe. Il est parti un peu tard, Sivakov. Et Julien avait déjà fait le trou. Et après, numéro complet. Et oui, ça fait du bien de retrouver Julien Alaphilippe. Mais encore une fois, je ne le mets pas huitième seulement pour cette victoire au Québec. Pour moi, il a fait un énorme travail en tant qu'équipier à la Tudor. Chose qu'on n'avait pas vue les derniers temps chez Quick-Step non plus tant que ça, à part un peu pour Remco Evenepoel, mais c'est vrai qu'on ne le voyait pas tant non plus jouer ce rôle d'équipier, pas plus que ça. Et puis, oui, encore une fois, l'étape de Paris-Nice, c'est du solide. Le Tour de Suisse aussi, on en parle assez peu du Tour de Suisse, mais il vient pas forcément avec des grosses ambitions. Il y a cette première étape là aussi un petit peu folle où ils partent avec une échappée de 11, avec Romain Grégoire, où il y a Vauquelin également ce jour-là, qui est dans ce premier groupe, et où ils prennent énormément d'avance. Ce qui permet aussi à Julien Alaphilippe de rester dans le top 5, mais je trouve que le dernier week-end du Tour de Suisse, il finit très bien. Et moi, il m'avait vraiment impressionné à ce moment-là. Sur le Tour de France, c'est presque plus mitigé parce que c'est vrai qu'en deuxième semaine, je trouve qu'il rate des opportunités. Mais on manque de réussite. Un petit peu en début de deuxième semaine sur certaines étapes où il trouve pas les opportunités, les ouvertures. Mais non, moi je trouve que l'année est très intéressante du côté de Julien. On verra ce que ça donnera l'an prochain. Mais on a retrouvé un coureur, euh, même déjà l'an dernier chez Quick-Step un peu, mais moi j'ai retrouvé un coureur bien plus intéressant. Voilà. Bien plus intéressant qu'il y a 2 ou 3 ans. C'est vrai que déjà sur le Tour d'Italie l'an dernier, où il fait ce grand numéro sur l'étape avec ce dieu normand, mais c'était plus épisodique. Là, j'ai trouvé quand même sur la deuxième partie de saison, c'était plus régulier. À partir du Tour de Suisse, je trouve qu'il est quand même très régulier aux avant-postes. Alors oui, c'est pas le champion du monde qu'on a connu en 2020, 2021. C'est pas le même coureur, et on retrouvera pas ce coureur de 2020-2021 parce qu'il a quand même 33 balais. Mais on a retrouvé un coureur avec un niveau de performance qui était bien plus intéressant. Donc moi, c'est ce que je retiendrai de Julien Alaphilippe, c'est cette deuxième partie de saison vraiment bien, et puis les quelques grosses perfs quand même sur la première partie d'année, notamment cette étape de Paris-Nice et ce gros travail avec Storer. 7e coureur de ce classement. Le 7e coureur, peut-être il va faire débat, mais je voulais le mettre dans ce classement.
Ça fait partie des coureurs que je voulais mettre à tout prix dans ce classement, par rapport au travail qu'il effectue, une grande partie de la saison, parfois un travail de l'ombre, mais toutes les équipes voudraient l'avoir. Et c'est pour ça que Trek le conserve. C'est Julien Bernard. Quelle saison encore en tant qu'équipier de Julien Bernard. C'est un coureur qui, je rappelle jusqu'à maintenant, n'a qu'une victoire chez les professionnels. C'était une victoire assez... Il avait fait un beau numéro ce jour-là, hein, sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Je sais plus qui il avait battu ce jour-là. C'était un cours de la Cofidis. Ah non, c'était Nance Peters qui l'avait battu ce jour-là. Mais il avait fait un grand numéro sur l'étape du Mont-Faron, même. Mais du côté de Julien Bernard, c'est un coureur qui n'hésite pas à se sacrifier pour ses leaders. Moi, je retiendrai notamment le travail qu'il fait sur la Vuelta, où il a fait encore un énorme boulot pour Pedersen. Vraiment un énorme job. Même sur la Andorra pour Skelmose, au final, où il travaille énormément pour Skelmose sur la Andorra aussi. Certes, sur une course qui était peut-être un peu moins importante, mais c'est vraiment le super équipier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Julien Bernard, c'est quand même le mec qui n'hésite pas à se sacrifier pour ses leaders, et c'est un super équipier. Et moi, c'est ce que je retiens de Julien Bernard, c'est que vraiment un coureur qui n'hésite pas à sacrifier ses chances, à sacrifier peut-être même une partie de sa carrière en termes de résultats. Parce que je pense qu'à une époque, il aurait pu dire j'essaie d'avoir des résultats. Mais aujourd'hui, je pense que dans le peloton international, si tu demandes le top 3 des équipiers, il est dedans de tous les coureurs. Je pense que lui et Nils Politt, avec peut-être Tim Wellens, c'est le top 3 actuellement pour moi des équipiers. Et Bruno Armirail aussi. Mais pour moi, Julien Bernard, c'est vraiment l'équipier modèle. C'est le mec qui fait ça depuis 15 ans, enfin depuis 10 ans. Encore une fois, il est arrivé, oui, en 2015. Ça fait 10 ans qu'il a ce rôle, mais qu'il le fait à la perfection et qui prend du plaisir dans ce rôle-là. Et je crois que beaucoup d'équipiers, Julien Bernard, je pense, diront du bien de lui et vont notifier l'importance du travail qu'il a effectué tous les jours pour leur service et ne l'oublie pas. Mais vraiment, Julien Bernard, c'est peut-être un coureur qui voilà, ne gagnera pas de nouvelles victoires dans sa carrière, mais je pense que c'est un coureur qu'il ne faudra pas oublier. Peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, il faudra se rappeler de Julien Bernard. Et je voudrais notifier quand même une chose qui a changé du côté de Julien Bernard. Tout son début de carrière, tout le temps, on lui rabâchait, c'est le fils de Jean-François Bernard. On disait Julien Bernard, le fils de Jean-François Bernard. Ça fait depuis 3 ans, j'irais 2-3 ans, où on dit Julien Bernard. Et ça, je pense que c'est sa plus belle victoire aujourd'hui, c'est qu'il est passé de fils de à coureur professionnel à qui on ne rappelle pas son passé. On ne rappelle plus le passé de Julien Bernard. Voilà. Il a réussi à se défaire de cette étiquette de fils de, ce que certains n'ont jamais réussi, de fils de frère d'eux, parce que dans le cyclisme, ça reste beaucoup. Où vous avez des coureurs où à chaque fois on leur dit vous êtes le frère de, le fils de, le petit-fils de. Lui, il a réussi à se défaire, à se détacher de cette étiquette, ce qui est pas anodin quand même sur l'importance qu'il a pris désormais dans le cyclisme international et pour moi dans le cyclisme français, parce que même au championnat du monde, il a eu un rôle d'équipier et il l'a vraiment très bien fait aussi dans la stratégie de Thomas Voeckler. Donc bravo, voilà, monsieur Julien Bernard, bravo pour votre saison. Et c'est pour ça que je voulais le mettre dans ce classement, voilà, parce que je trouve que en France, pas seulement, on oublie un peu trop les équipiers, certains dans le cyclisme, comme on oublie, alors en France, ça c'est plus une particularité, on oublie les sprinteurs aussi, mais on oublie les équipiers. Et voilà, les équipiers, ils ont aussi une part importante dans la réussite des coureurs et des leaders.
Et aujourd'hui, si Pogacar, il a pas un Tim Wellens, il a pas un Sivakov, il a pas ces coureurs-là, si Mats Pedersen, il a pas un Julien Bernard, et un Giulio Ciccone qui se met parfois à son service, bah ça devient plus la même chose. Si Storer, il a pas Julien Alaphilippe en tant qu'équipier sur son échappée de Paris-Nice, c'est pas la même chose non plus, ça va peut-être pas au bout. Et ça, il ne faut pas le négliger. Le sixième de ce classement. Il a une particularité, le sixième de ce classement. Pourquoi il a une particularité? Il est champion de France. C'est Dorian Godon, encore un coureur de la Décathlon AG2R. Vous allez voir, il y en a encore quelques... Il y en a encore dans la suite de ce classement. Dorian Godon, parce que pour moi, aujourd'hui, sur le registre... je dirais sprinter, puncher sprinter, parce que c'est plutôt ce registre-là qu'il a. Je trouve Dorian Godon, aujourd'hui, pour moi, il est difficilement battable. Difficilement battable, parce qu'aujourd'hui, c'est un coureur qui a une énorme pointe de vitesse. Je trouve sous-utilisé chez AG2R. Vraiment. Je m'attendais notamment à ce qu'en 2025, ils le mettent sur des courses plus importantes. Je trouve que ça n'a pas été énormément le cas, et c'est peut-être ce qui a fait qu'il a décidé de partir chez Ineos. Parce qu'au bout d'un moment, il s'est dit, chez Decathlon, on me donne pas d'opportunité, et puis avec l'arrivée de Coy, l'arrivée d'Andresen, je vais peut-être avoir encore moins de chances d'exprimer vos potentiels. Mais pour moi, c'est un coureur qui, sur ce registre-là, puncher sprinter, aujourd'hui, il y a peu de mecs qui arrivent à le battre. Vraiment. Il a des qualités excellentes. Ce qui est marrant même, parce que ça reste un très grand gabarit, et un mec d'1m90 qui arrive à passer aussi bien les bosses, c'est quand même très rare. Et aujourd'hui, son profil, euh, alors c'est pas le profil qui gagne le plus, c'est peut-être pas forcément le profil qui te ramène le plus de points, quoique cette année il marque quand même 1000 points au niveau UCI. Mais c'est un profil qui est super intéressant parce qu'il a une puissance phénoménale et il est capable de t'emmener de faire des sprints qui sont vraiment dingues. Et ne pas négliger aussi que Dorian Godon, c'est un mec qui n'hésite pas à se sacrifier pour des leaders. Je pense sur le Giro cette année, où à un moment sur le Giro chez Decathlon AG2R, on aurait pu lui dire tiens, joue ta carte. Et même sur l'étape de Rome, il continue de travailler pour Sam Bennett. Alors que pourtant, c'est pas le coureur Sam Bennett qui avait les meilleurs résultats sur le dernier Giro. Et qu'à un moment, il aurait pu dire Sam, t'arrives plus à mettre un pied devant l'autre, allez, je te remplace, c'est moi qui va faire les sprints à partir de maintenant. Eh ben non. Eh ben non, ça s'est pas passé comme ça. Il a continué à bosser pour Sam Bennett. C'est pour ça que je dis que du côté de Decathlon AG2R, je pense que très souvent on aurait pu lui donner beaucoup plus les clés du camion. Je pense qu'il y a certaines équipes françaises comme ça qui ont tendance à rechigner un petit peu, à changer les rôles dans leur formation quand un coureur commence à être très efficace. Et là, totalement du côté de Dorian Godon, je pense que quand on a un coureur qui a ces capacités-là en sprint, même sur un grand tour, tu le mets sprinter numéro 1. Et tu le vois que même sur un des rares sprints qu'il a fait, il fait 5e. Mais tu le mets sprinter numéro 1. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas l'erreur que fera Ineos. On verra comment il sera utilisé chez Ineos, mais je serais pas surpris que Dorian Godon, l'an prochain, fasse des très gros résultats chez Ineos, parce que je pense que Ineos va lui confier beaucoup plus la boutique, et qu'il a après en plus il n'hésite pas à être équipier, donc c'est vrai que quand tu as un leader du classement général qui est un coureur comme Dorian Godon, c'est vrai que c'est quand même plus simple, ou même un sprinter. Si tu as un sprinter, je pense à Ben Turner qui voit un Dorian Godon arriver, il va peut-être faire la gueule, et puis après il va voir, le mec me place mais vraiment super bien, et là c'est vrai que c'est fantastique. Mais aujourd'hui Dorian Godon, ils ont bien fait je pense, pour moi Ineos, parce que Axel Laurence c'était pas suffisant, pour moi Dorian Godon c'est au-dessus, aujourd'hui, et je pense que c'est un coureur qui est très dangereux, et puis son profil peut être bon sur l'Amstel aussi, Dorian Godon. Voilà, c'est un coureur qui est très intéressant, vainqueur d'une étape sur le Tour des Alpes-Maritimes,
cette année et vainqueur également du championnat de France, vainqueur sur le Tour du Poitou-Charentes aussi de 2 étapes et vainqueur sur le Tour de Vendée et sur la Copa Berniochi. Donc c'est dommage parce que Decathlon AG2R sur les dernières courses de l'année, ils lui ont donné le rôle un peu de leader sprinter, mais ils l'ont fait trop peu souvent. Alors que il avait les qualités pour avoir des bons résultats dans ce registre-là. Donc pour moi, petite erreur voilà, du côté de cette formation des Decathlon AG2R sur la gestion du cas d'Orion Godon sur une partie de sa carrière. On poursuit avec certainement le coureur de moins de 20 ans. Ça joue quand même avec Matthew Brennan, le plus talentueux aujourd'hui. Paul Sexas. Paul Sexas, quelle saison. Alors certains vont dire 5e, c'est un peu bas dans le classement. Oui, peut-être. Mais, encore une fois, il n'a pas gagné un grand tour non plus. Paul Sexas. Non, mais pour moi, il fait une très grande année. À 19 ans, il faut quand même rappeler aussi, il n'a que 19 ans, il n'y a pas eu de raté sur son année. Bon, il s'est pas raté. Championnat d'Europe, il fait 3. Championnat du monde, il fait une super course à cet âge-là. Tour de l'avenir où il s'impose en fracassant Jarno Vidar sur la fin, quand même, sur le dernier chrono. Alors même si ça a été très serré entre les deux et que ça a été un beau combat, même entre les deux, mais sur le dernier chrono, il y a eu quand même un écart de performance. Et puis même, au niveau du chrono, il est peut-être devenu l'un des meilleurs Français aujourd'hui. Voilà, et ça c'est quand même pas simple parce que la hiérarchie française était quand même très, enfin voilà, Arbirail, Cavagna, Vauquelin, il y avait quand même une grosse hiérarchie française. Et là, il y a Sexas qui arrive à s'infiltrer là-dedans. 8e du Dauphiné à moins de 20 ans, c'est du jamais vu. Il a absolument pas craqué dans ce Dauphiné. Et puis son Tour des Alpes, à l'offensive en plus. Parce que c'est un Tour des Alpes qui est assez étonnant dans la manière dont les étapes se sont déroulées en termes de scénario de course sur chacune des étapes. Et là, il a absolument pas paniqué. Il a réussi même à un moment à récupérer le maillot de leader. Donc vraiment, là aussi, un super... voilà, même sur l'étape d'Aubertilla, où il perd du temps, mais encore une fois, c'est un Tour des Alpes qui est très particulier dans la manière dont ça se déroule. Et même sur l'UAE Tour, sur la première arrivée au sommet à Jebel Jais, il fait là aussi une très belle montée. Après, il tombe sur une chute massive sur l'étape d'Abu Dhabi, mais en gros, il y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu voilà, de problème sur cette saison. Il fait une saison éclatante, et pourtant, ça reste quand même un jeune coureur, donc il n'a pas couru tant que ça. Il est à 37 jours de course. En 37 jours de course, il marque 1128 points. 33 précisément, parce qu'il y a 33 points, c'est les championnats du monde, le relais mixte. C'est-à-dire qu'avec aussi peu de jours de course, il a marqué autant de points. Impressionnant. Pardon. Impressionnant dans la manière dont il a réussi à courir, quoi. Et avec une intelligence. Ce qui est fort aussi avec Brennan aussi, je trouve, c'est que sur ces deux coureurs-là, ils ont une maturité qui est largement plus grande que la plupart des coureurs de cette catégorie d'âge-là. Ça fait aussi la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Paul Sexas, euh, déjà, il a des ambitions qui sont énormes, mais qui sont à la hauteur aussi, je pense, de son talent. Et surtout, il a une motivation qui est impressionnante et une lucidité aussi. Quand il gagne, enfin quand il prend la 3e place au championnat d'Europe, il peut paniquer. Il a un Italien qui lui colle au basque, qui s'accroche comme un morpion. À ce moment-là, il peut exploser complet. Il peut péter un câble. Pas du tout. Il en remet, il en remet, il en remet, il en remet. Et au bout d'un moment, ça explose. Au championnat du monde, quand il voit qu'il est distancé, là aussi, il peut lâcher complètement dans la tête. Pas du tout. Il continue jusqu'au bout. Il fait 13e.
Au Tour des Alpes, même l'étape où il perd du temps, il prend pas complètement l'eau non plus. Et puis le lendemain, il repart à l'attaque. Et puis il laisse son équipier gagner. C'est une maturité, une intelligence. Moi, de toute façon, l'intelligence, elle m'avait marqué, encore une fois, sur cette dernière étape du Tour des Alpes. J'en avais parlé, je crois, même à l'époque, en vidéo. Mais cette intelligence m'avait vraiment marqué. C'est-à-dire du mec qui décide de laisser la victoire à son équipier, alors que dans la voiture, on te dit l'inverse. Ça montre aussi une force de caractère. Et il a les qualités pour être leader aujourd'hui. Pour moi, il a toutes les qualités pour être leader. Alors après, faut que tout se goupille, et ça on verra à l'avenir, du côté de Paul Sexas, mais il a les qualités pour être leader. Certains ne les ont pas, certains sont inconstants, d'autres ne sont pas forcément les meilleurs dans la gestion de course. Là on voit, il tient 260 bornes sans aucun problème aujourd'hui, donc impressionnant. Impressionnant Paul Sexas. Pourtant, vous savez que en début de saison, j'essayais plutôt d'être calme, d'être euh, modéré, on va dire, sur Paul Sexas, en disant il passe de junior à élite, il y aura un temps d'adaptation, ça va pas être facile. Même si j'avais bien aimé déjà cet état d'esprit de vouloir être élite tout de suite, de pas passer par la case espoir, de dire non, la case espoir en gros ça m'intéresse pas, bah, je vais être tout de suite au contact des meilleurs et je vais être tout de suite en opposition avec les meilleurs. Ce qui moi mais déjà j'avais trouvé ça déjà remarquable parce que peu ont cette mentalité-là en se disant bah même si je me prends des claques, oh, les claques vont m'apprendre. Voilà, c'est dans l'apprentissage on va dire. C'est un apprentissage à la dure, mais je suis prêt pour un apprentissage à la dure et pour me prendre des claques dans la gueule. Alors déjà les claques dans la gueule, il n'y en a pas pris tant que ça. Mais cette mentalité-là déjà m'avait vraiment marqué, je me souviens à l'époque, donc 2024. Et là aujourd'hui, oui, pour moi c'est un coureur qui a un talent monstre, Paul Sexas. Après, je sais pas s'il gagnera 15 Tours de France, enfin 15, voilà, 15 grandes courses dans sa carrière, je sais pas du tout. Euh, mais je pense que ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est un coureur qu'on va voir au moins dans les 5 ou 6 prochaines années, à haut niveau. Après, pour gagner un grand tour, il faut avoir l'équipe, il faut avoir aussi enfin il faut réussir à résister aux attentes, il faut réussir. Donc c'est plein de paramètres à prendre en compte, mais aujourd'hui elle a les qualités pour. Et si tu compares même à un Thibaut Pinot ou à un Romain Bardet, il y a une maturité à cet âge-là que les deux n'avaient pas. Thibaut Pinot à 22 ou 23 ans, Romain Bardet même à 24 balais, n'avait pas la maturité qu'a un Paul Sexas à 19. Et ça, c'est sa grande force, je trouve, à Paul Sexas. Le seul coureur de la Groupama FDJ dans ce top 10. C'est peut-être un changement d'air, même du côté de la Groupama FDJ. Mais voilà, un changement du côté de la hiérarchie française. Romain Grégoire, bah, qui reste l'un des meilleurs punchers français. Alors avec une particularité quand même, c'est que jusqu'à maintenant, ses meilleurs résultats, il les a eus sur des courses par étapes. C'est ça qui est toujours marrant avec Romain Grégoire, c'est que c'est vrai que ses meilleurs résultats sont pas sur des courses d'un jour. Là, notamment cette année, il est impressionnant sur le Tour de Grande-Bretagne, il est impressionnant sur le début du Tour de Suisse aussi. Sur ces 2 jours-là, c'est du très très solide ce que fait Romain Grégoire. Même s'il est maintenant beaucoup plus présent sur les courses d'un jour, il a quand même vraiment progressé sur les courses d'un jour du côté de Romain Grégoire. Il y a un très bon début de Tour de France aussi, hein, sur les premiers jours de course jusqu'au contre-la-montre à Caen. Dommage cette étape à Pontarlier parce que voilà, cette chute est extrêmement frustrante ce jour-là, mais il fait un bon Tour de France aussi.
Romain Grégoire, souvent à l'attaque, bien entendu ce Tour de Suisse avec cette victoire d'étape en début de course. Sur les classiques ardennaises, il y a eu des gros progrès, je trouve, dans sa manière de courir. Petite déception peut-être pour moi encore sur la Flèche Wallonne, parce que je pense que c'est un coureur qui est capable de faire mieux sur cette épreuve-là, mais sur l'Amstel, voilà, il est dans le groupe de poursuite, il prend une belle 7e place. Donc non, pour moi, c'est une belle année. Bien entendu, sa victoire sur la Faune Ardèche, où il passe du bon côté de la route. Pareil, du côté du Tour de l'Algarve, où il passe du bon côté de la route, et il fait quand même 4e aussi, hein, du Tour de l'Algarve. 1800 points quasiment de marqués par Romain Grégoire, qui a été pour moi le leader de cette Groupama FDJ. Parce que David Gaudu est passé à côté, parce que Guillaume Martin est passé à côté. Romain Grégoire a été le vrai leader de cette Groupama FDJ, parce que Madouas n'a pas forcément été exceptionnel, parce que Paul Pénouet, bah voilà, il y a des hauts et des bas. Romain Grégoire, intouchable, j'irais, sur ces courses-là, très costaud, toujours performant. Voilà, Romain Grégoire sur l'année, qui est capable aussi de tenir pendant toute la saison, qui remporte quand même les deux étapes du Tour de Luxembourg, encore en 2025, qui est une course qui lui réussit très bien. Malgré sa chute, il fait 10e des championnats d'Europe. Pourtant, il tombe assez fort ce jour-là. Voilà, et c'est un très bon coureur, Romain Grégoire, aujourd'hui. Un très bon puncher. C'est encore un coureur qui a des capacités de progression, je pense, sur les courses longues. Au-delà de 200 km, je pense que c'est un coureur qui peut encore progresser. On le voit, hein, Liège-Bastogne-Liège sur les 3 Ardennaises, c'est sa moins bonne course. Voilà, faut qu'il travaille encore sur les longues épreuves. Moi, il y a une réflexion quand même avec Romain Grégoire, c'est qu'aujourd'hui, avec son profil, quand on voit la manière dont se court le Tour des Flandres, par exemple, bah, avec ses qualités de puncher, est-ce que c'est pas une course où il faudrait peut-être se tester? Parce que à 22, 23 ans, quand on voit les qualités d'un Romain Grégoire en puncher, on se dit c'est une course. Certes, c'est pas le plus gros gabarit au monde. Bah, bon, sur un Tour des Flandres qui est maintenant très très punchy, très dur. Ça peut être une opportunité, peut-être pour un Romain Grégoire aussi, d'aller chercher une grande course. Il y a aussi, bien entendu, bon, Liège-Bastogne-Liège, qui est une opportunité. Milan-San Remo me semble peut-être un peu plat pour lui. Ça fait partie des coureurs, peut-être que Milan-San Remo, c'est un petit peu plat. Et puis il y a d'autres classiques dans le calendrier qui peuvent lui convenir aussi, hein. C'est avec l'Amstel, ça peut convenir à ses qualités. Je pense la classique à Saint-Sébastien, bah, la Bretagne classique avec le format actuel, je suis pas sûr. Et puis les semi-classiques italiennes également. Mais oui, très grand Romain Grégoire pour moi sur l'année 2025, et ça fait partie des très très bons coureurs et surtout assez constant sur l'année. C'est-à-dire qu'il a été visible, on va dire, du jour 1 de sa saison au jour 71 de son année. Il n'y a pas eu de trou sur la saison, donc on l'a vu un petit peu tous les jours, et j'ai voulu aussi mettre en avant la constance de Romain Grégoire sur cette année 2025, qui pour moi a été très importante dans la manière dont a couru Romain Grégoire sur cette année du côté du coureur cycliste français. Le podium de cette année du côté des Français, j'ai beaucoup hésité entre 2, 3, 4, mais même entre 2 et 3 surtout. Et en 3 désormais, c'est Lenny Martinez. Ce qui a fait qu'il a 3 et qu'il n'est pas au-dessus dans le classement, c'est l'irrégularité. Parce qu'il a été au final assez irrégulier cette saison. Il y a eu des journées excellentes, il y a eu des journées catastrophiques. Alors bien entendu, la première étape du Tour de France, pas excellent du tout. Il y a eu des journées par contre excellentes, même sur son Tour de France, je pense
Notamment au contre-la-montre de Peragude où il fait quand même une grosse perf. Enfin, moi j'ai toujours pas compris pourquoi il l'a. Enfin, moi je trouve que le faire à fond était pas une bonne idée, mais ce jour-là il fait quand même une grosse performance et il confirme que sur le contre-la-montre ça fonctionne bien. Mais ça a été ça pendant toute la saison, c'est-à-dire début de Dauphiné vraiment pas bon, il termine avec une victoire d'étape. Sur le Tour de... Alors, il a pas de chance, j'ai pas vu le Tour de Romandie. Sur le Tour de Romandie, il prend une victoire d'étape à Thion 2000 et il finit deuxième du général. Mais ça a été ça pendant toute la saison. Paris-Nice, il remporte l'étape de la Côte Saint-André, il finit pas très bien sur Paris-Nice, notamment la dernière journée. Ça a été hyper irrégulier du côté de Lenny Martinez, et ça a quand même été un problème. Je rappelle aussi quand même du côté de Lenny Martinez l'affaire du bidon, pas hyper assumé de la part de Lenny Martinez. Donc ça a été ça a été capable du meilleur comme du pire pendant toute l'année. Et d'une course à une autre, il y a eu une irrégularité comme on a rarement vu, ce qui est quand même un peu inquiétant pour la suite, parce que Lenny Martinez, on dit depuis longtemps que ça va être un crack, mais un coureur qui est aussi irrégulier, je suis pas sûr qu'il améliore ça à l'avenir. C'est vraiment ce côté un jour je suis bien, un jour je suis plus bactère. Je pense qu'à un moment, ça va être un problème. Ça va être vraiment un souci dans la suite de sa carrière. Donc, je ne sais pas si c'est rattrapable, si c'est récupérable. Ce qui fait aussi qu'il est un peu en dessous des deux coureurs qui sont devant lui. Alors déjà, pour moi, il y a un coureur qui a extrêmement bien fini la saison qui est devant lui. Mais par rapport à un autre coureur, c'est le Tour de France. Ça se joue sur le Tour de France. Vous savez que moi, son Tour de France m'a un peu déçu parce que la première étape, il perd beaucoup de temps. Ensuite, on comprend qu'il veut faire de la quête du maillot à pois un objectif. Sauf que je trouve que parfois, il s'y est pris très mal sur cette quête du maillot à pois. Ce qui fait qu'il l'a raté au final, ce maillot à pois. Mais parce que sur certaines journées, il s'y est pris très mal. Il y a des journées où il rate l'échappée. Il fallait pas rater l'échappée. Il y a des étapes où le problème c'est qu'il prend l'échappée mais qu'il n'arrive pas à prendre des points non plus. Il y a des étapes où il est en l'étape de Rouen, il prend l'échappée sauf qu'il y avait très peu de points au final à récupérer sur cette étape-là. Donc il y a eu un raté je pense stratégique et c'est là-dessous il va falloir qu'il travaille Lenny Martinez et sur la tactique. Tactique, stratégie, intelligence de course, là c'est encore un domaine où il est vraiment déficient, je trouve. Après, il a les qualités, il a le punch. On le voit, c'est quand même un mec qui fait quatrième de la Flèche Wallonne, donc il a le punch. On se demande même pourquoi il a pas fait Liège-Bastogne-Liège, au final. Si, bon, voilà, vu qu'il a allé sur le Tour de Romandie derrière, mais Liège-Bastogne-Liège, c'était aussi faisable dans son calendrier. Mais voilà, ça a été du bon et du moins bon pendant toute la saison. Il a rarement réussi à être régulier. Je pense à la classique VAR, pas à la classique VAR, à la première étape du Tour des Alpes-Maritimes où ils se comprennent pas trop avec Buitrago, j'ai l'impression sur cette étape-là. Enfin voilà, ça a oscillé entre le très bon, mais alors vraiment le très bon, et puis des fois où tu te dis mais comment ça se fait qu'il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Enfin vraiment la première étape du Tour de France, il finit devant la voiture balai avec 10 minutes de retard sur une étape où certes il y avait des coups de bordure mais qui n'était pas une étape horrible, où il est jamais dans le coup pendant toute la journée, et même sa fin de Tour de France, il y a des étapes où il est vraiment pas dans le coup non plus. Donc voilà, ça a été vraiment particulier, je trouve, sa saison à Martinez, et c'est ça qui fait qu'il est que troisième, parce que en gros, un mec qui gagne sur le World Tour cette année en France, il n'y en a pas eu 150, qui gagne sur le Tour de Romandie, sur le Dauphiné, voilà, on parle quand même de deux belles courses du calendrier World Tour, c'est pas les Great Tour of Ghanzi, où on peut dire il y a un petit peu moins de renommée, mais ça a été tellement irrégulier que ça m'a un peu énervé. Alors oui, il finit bien au Japon, mais même au Japon, tu vois, il fait 24 de Grande Piemonte, il fait 12e de Lombardie, mais en même temps il garde la Japan Cup Road Race, mais c'est vraiment hyper irrégulier, hyper instable dans ses résultats, et c'est là-dessus qu'il va devoir travailler. Est-ce que la Bahreïn, ça lui a énormément apporté? Bah pas des masses, parce que en gros,
Alors, il a eu de la chance quand même du côté de la Bahreïn, c'est que Tiberi s'est planté, Buitrago s'est planté cette année et que ça a été le coureur majeur de l'équipe. Donc c'est vrai qu'en termes de hiérarchie d'équipe, il a été le coureur majeur. Est-ce qu'il a été extrêmement bien épaulé par contre? Moi je pense pas. Très souvent, c'était pas le coureur qui était le mieux entouré. Or, pour moi, passer de Groupama à aujourd'hui Bahreïn, c'était aussi gagner enfin, si tu changes d'équipe, c'est pour gagner aussi en équipier à un moment donné, ce qui, je trouve, n'a pas été le cas parce que Jack Egg est au fond du trou, parce que tu as quand même pas mal de coureurs chez Bahreïn qui sont pas à un très fort niveau depuis quelques temps. On a du mal à enchaîner les bonnes saisons chez Bahreïn, j'ai l'impression. Ce qui est pas très rassurant non plus pour Lenny Martinez à l'avenir. Mais il y a un vrai souci pour Martinez, c'est la régularité, et ça, il va falloir qu'il essaye de le corriger très vite, d'être beaucoup plus régulier. Et puis les bordures. Hein, parce que sur Paris-Nice, l'étape des bordures, ça a été un cataclysme hein, quand même ce jour-là, donc faut qu'il arrive à être meilleur. En fait, c'est vraiment stratégie, tactique, intelligence de course. Faut qu'il progresse dans ce domaine-là. C'est là où il est encore déficient pour le moment. Lenny Martinez, deuxième coureur sur le podium. Deuxième coureur, désormais, de ce classement des Français. Vous dites un coureur qui a été plus régulier que Lenny Martinez, qui a fait un bon classement général sur le Tour de France. De l'équipe Arkea, bientôt chez Ineos l'an prochain, Kevin Vauquelin. Son Tour de France m'a impressionné. Vraiment, parce que en début de course, je le vois pas, ça fait pas partie des coureurs que je voyais foncièrement de finir dans le top 10, quoi. C'est-à-dire que en tout début de Tour de France, moi je le vois plutôt finir entre 10, 15, et il a su profiter déjà des coureurs qui ont lâché l'affaire assez vite, et puis il a su profiter de cette première semaine. Il a été très très bon en première semaine, ce qui l'a lancé vraiment sur une très bonne dynamique, et puis ensuite il s'est accroché sur les étapes de haute montagne. Il y a eu des étapes où c'était un petit peu plus dur que d'autres, mais il s'est accroché énormément, Kevin Vauquelin, et il y a vraiment eu une belle force de caractère. On a appris à le connaître cette année en interview aussi, Kevin Vauquelin, c'est-à-dire avec un état d'esprit où tu sens que l'objectif, c'est quand même la passion du cyclisme. C'est pas de se mettre trop la pression. Voilà, je pense que c'est un coureur qui a un état d'esprit où il essaie d'avoir beaucoup de recul quand même par rapport au cyclisme et il essaie surtout de pas se mettre trop la pression. Ce qui, je pense, c'est quand même une bonne approche aujourd'hui dans un monde du cyclisme qui demande énormément de. Enfin, voilà, le cyclisme aujourd'hui, c'est un sport qui est très complexe. Ça demande beaucoup de sacrifices. C'est une des saisons qui commence de janvier, qui se termine en octobre. T'es rarement chez toi, il y a énormément de stages. Il y a le tennis qui est un peu pareil aussi, où tu peux pas être chez toi. Parce que dans le foot, par exemple, les matchs à domicile, t'es à côté de la maison. Voilà, après l'entraînement, tu rentres chez toi. Mais là, dans le cadre du cyclisme, t'es souvent très loin de chez toi. T'es rarement à la maison, t'es rarement près de tes proches. Tous les jours à l'entraînement. Tu as quand même presque plus de jours à l'entraînement qu'en course désormais. C'est vrai que c'est très contraignant, le cyclisme. Et je trouve que essayer d'avoir du recul là-dessus et de rester, on va dire, connecté un peu à la vie réelle, et j'ai l'impression qu'il est un peu comme ça, Kevin Vauquelin, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup découvert cette année. Il fait un très bon Tour de Suisse, même si il reste pour moi une interrogation, c'est l'étape c'est l'étape 4 ou l'étape c'est l'étape 5 ou l'étape 6, je sais plus c'est laquelle des deux où il roule pas avec Romain Grégoire et moi je pense que c'est une erreur parce qu'il perd un petit peu de temps dans l'affaire. Voilà, mais il fait deuxième du Tour de Suisse, il est également deuxième de la Flèche Wallonne. Il a été très régulier. Je parlais de l'irrégularité de Lenny Martinez. Kevin Vauquelin, ça a été l'inverse. On l'a vu toute la saison. Il y a très peu de courses où il est passé à côté. Je vois Liège-Bastogne-Liège, c'est vrai. L'Amstel aussi, où il abandonne. Même sur une course comme le Trobro-Léon, qui correspond pas à ses qualités, il fait quand même 10e de cette course-là. Le début de saison n'est pas parfait, mais et puis sur les courses en France, il a dominé. Alors l'étoile de Bessèges particulier, mais quand même le contre-la-montre d'LS,
Il met une branlée à tout le monde. Le Région Pays de la Loire-Tours, qui pourtant, là encore, est une course qui ne correspondait pas foncièrement à ses qualités. L'étape du gazonfier, l'étape qui arrive au Mont, il a mis aussi une tannée à tout le monde. Et très régulier sur la saison. Très régulier sur la saison quand on voit les résultats sur toutes les courses auxquelles il a participé. Alors dommage, sa saison s'est finie plus tôt que prévu avec cette blessure à la cheville. 2500 points quand même de marqués au niveau du classement UCI, donc 425 grâce au Tour de France, mais ça veut dire il y a 2000 points, 400 points également sur le Tour de Suisse. Il a été très très bon sur les résultats, sur les courses intéressantes et importantes du calendrier. Un calendrier qui n'était pas évident non plus, parce que Arkea essayait de sauver sa tête, et essayait de retrouver des repreneurs. Donc je pense qu'il y a eu, voilà, encore une fois, sur ces résultats-là, il faut prendre en compte que Arkea n'avait pas d'argent. Encore une fois, je rappelle, sur le Tour de Suisse, il n'a pas de chef cuistot, par exemple, par rapport à beaucoup de ses adversaires, que sur une partie de la saison, ça a quand même joué. Voilà, donc chez Ineos, ça peut être la bonne surprise d'Ineos, parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives pour moi à faire 7 d'un Tour de France avec Arkea, qui est pas la plus grosse structure, je pense qu'avec Ineos, qui certes a un peu perdu, qui n'est peut-être plus la super grosse structure des années précédentes, même s'ils ont un budget qui est en forte hausse, hein, ils vont avoir un budget qui va être équivalent à Red Bull et à Visma. Moi, je pense que ça peut vraiment progresser du côté de cette équipe, donc ça va être très intéressant à suivre du côté de Kevin Vauquelin chez Arkea. On passe aux mentions honorables qui sont assez nombreuses, il faut bien le dire. Il y a beaucoup de coureurs qui pouvaient prétendre à rentrer dans ce top 10 et qui étaient, on va dire, voilà, à une lichette de rentrer dans ce top 10. Louis Barret. Louis Barret, bah, ça a été, on a retrouvé le Louis Barret d'Arkea, en fait. Le Louis Barret de la première année chez Arkea. Le Louis Barret de 2023, qui m'avait fait une belle impression sur ce début de saison 2023. J'en avais beaucoup parlé à l'époque de Louis Barret en 2023. Si vous regardez les vidéos de début de saison de 2023, j'avais vraiment bien aimé son début de saison 2023. Et puis c'est vrai qu'ensuite, c'était vraiment rentré dans le rang. 2024 est pas terrible. Et il arrive chez Intermarché, changement d'équipe, coureur qui a une particularité pour le moment, c'est qu'il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Normalement, ça devrait être Visma. On nous parlait peut-être de Visma du côté de Louis Barret. Peut-être qu'il resterait pas dans cette équipe Intermarché Lotto. Le projet n'a pas encore été annoncé. Et l'année de Louis Barret est vraiment très bonne. Pourquoi il rentre pas dans le top 10 ? Le Tour de France. En fait, ce qui lui coûte très cher pour entrer dans le top 10, c'est le Tour de France où bah, il tombe dès le début de course et ça lui coûte très cher. Et les championnats du monde où il est obligé d'abandonner en étant malade. Ça lui coûte très cher au final pour rentrer dans le top 10 parce qu'il y a quand même un haut niveau dans le top 10, mais sinon l'Amstel, même le Critérium du Dauphiné, où il fait également une belle semaine de compétition sur le Critérium du Dauphiné, et puis à l'Amstel où il est à l'attaque à de nombreuses reprises. Même il fait même 8e du trophée Les Gueldias, c'est-à-dire il doit faire 2e ou 3e du groupe de poursuite. Donc non, c'est une belle saison du côté de Louis Barret, et ça fait du bien de retrouver un coureur voilà, qui a eu une année un petit peu plus compliquée en 2024, pour retrouver un bon niveau. Donc voilà, Louis Barret, on espère dans une belle équipe, et surtout du World Tour pour Louis Barret pour l'an prochain. Ça sera l'objectif pour lui. Valentin Paré-Peintre, c'est c'est une semaine de course qui lui sauve son année. Pour moi, c'était pas suffisant pour que ça rentre dans le top 10. C'est une semaine de course. En gros, il a été bon 3e semaine du Tour de France. Voilà. C'est les Alpes, hein, c'est cette fameuse victoire au Mont Ventoux, c'est cette 9e place également à La Plagne. Mais pour moi, j'ai envie de dire 10 jours de Tour de France ne suffisaient pas à le faire entrer dans son top 10 parce qu'il a connu une année compliquée, voilà, des pépins physiques. Il y a eu le Tour de Man aussi, hein, où il a remporté l'étape à Green Mountain, mais c'est vrai que il a eu un début de saison vraiment bon et puis ensuite des pépins physiques qui lui ont coûté très cher.
voilà, avec un abandon sur le Tour de Catalogne et une reprise qui a pas été simple. Il manquait d'énergie, voilà, il manquait de jours de course tout simplement. Une fin de saison qui est pas exceptionnelle non plus du côté de Valentin Paré-Pin. Donc encore une fois, 10 jours de Tour de France ne suffisent pas pour moi pour entrer dans un top 10, mais en 2026, eh bien, il faudra quand même faire attention à lui. Sivakov, oui, toujours là, Sivakov. Pourquoi il rentre? C'est quand même l'équipier majeur de Pogačar. Il aurait pu rentrer dans ce classement au même titre qu'un Julien Bernard. Moi, ce qui m'énerve un petit peu avec Pavel Sivakov, c'est qu'il a un peu du mal sur les très longues courses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un coureur qui est très bon en dessous de 200 km. Au-delà, c'est compliqué. On l'a vu au championnat du monde, on le voit sur pas mal d'épreuves où à partir de 180-185, il galère quand même un petit peu Sivakov. Voilà, c'est la seule raison qui fait qu'il n'est pas dans le top 10. Et ça se joue à pas grand-chose, ça se joue aussi avec le fait que je voulais mettre quand même Janière, je voulais mettre Julien Bernard aussi dans ce top 10. Donc ça a été au détriment de Pavel Sivakov, hein, tout simplement. Mais ça reste un très bon coureur, ça reste un coureur qui est très bon sur les semi-classiques italiennes de fin de saison, encore deuxième du Giro del Veneto, mais qui a du mal qui est un équipier important de Pogačar, mais qui quand même cette année a eu un Tour de France très compliqué, où il a eu un rôle un peu moins majeur que d'habitude, ce qui a peut-être manqué aussi à Pogačar et a eu un moment, mais c'est vrai qu'il a eu un Tour de France plus compliqué. Ça reste un élément important autour de Pogačar, mais vainqueur du Tour d'Andalousie également, hein, Sivakov, mais sans remporter l'étape. Ça, c'est aussi une particularité. Oui, voilà, il m'en a manqué un peu pour qu'il rentre dans le top 10, tout simplement. Le Tour de France a compté. C'est-à-dire son Tour de France, moi je l'ai trouvé décevant, il a eu des petits pépins physiques. Certes, il y a la deuxième place à Québec, il y a les championnats du monde qui sont plutôt bons, mais encore une fois, ce problème au-delà de 180-185 km, je trouve est un petit peu gênant aujourd'hui du côté de Pavel Sivakov. Champoussin, saison, là aussi, on a retrouvé le Clément Champoussin, géré d'AG2R, qui avait un petit peu disparu chez Arkea. C'était aussi un coureur qui avait cassé son contrat, hein. Normalement, il devait faire encore une année avec Arkea. Il a cassé son contrat en 2025. Bah, en fait, Champoussin, ça correspond. Il est totalement rentré dans l'état d'esprit d'Astana, c'est-à-dire marquer le maximum de points sur la saison. Et on a récupéré un maximum de points sur toute la saison. Et puis après, il y a des bons résultats. Je trouve Paris-Nice, par exemple. Il fait un très bon Paris-Nice. Notamment, c'est la surprise de la Côte Saint-André. Cette étape un peu folle de la Côte Saint-André où il a été bon. Donc non, et puis le gros début de saison aussi qu'il a réalisé. Ça s'est un peu tassé après, même au moment du Tour de Suisse. Et ensuite, ça s'est un peu tassé. Le Tour de France a été plus complexe pour lui, mais sur la première partie d'année, vraiment du très solide. Et oui, c'est sa meilleure année, c'est sa meilleure saison, parce que même chez AG2R, je pense qu'il n'avait pas été aussi régulier, Champoussin. Donc c'est un coureur qui a vraiment encore progressé, et on a retrouvé un Champoussin qu'on avait un peu perdu quand même chez AG2R lors de sa dernière année, chez Arkea, qui avait un peu disparu, et c'était pas forcément le coureur sur lequel j'aurais misé le plus pour un scoreur de points ou un coureur qui aurait réussi à retrouver des jambes et un bon état d'esprit. Donc vraiment bien du côté de Clément Champoussin. Je pense que au final, quand il est arrivé chez Astana, j'en attendais pas grand-chose de la part de Champoussin, et je pense qu'il a bien réussi à se remettre dedans. Donc bravo du côté de Clément Champoussin. Alexandre Delettre, là aussi, un coureur qui fait de bonnes saisons. Très bonne fin de saison, notamment sur les semi-classiques italiennes, hein. Il a enchaîné pas mal de résultats sur ces courses-là. Encore une fois, c'est l'un des rares coureurs qui a réussi à se relancer en descendant en continental. C'était un choix qui était risqué. Il y a des coureurs, ensuite, ils n'arrivent jamais à remonter dans des équipes plus importantes. Lui, il a réussi à le faire. Et cette saison chez Total Energy a été vraiment une réussite. Après une très bonne saison, déjà chez Mavic, hein, aussi au BR 93. Et ça confirme quoi chez Cofidis, bah, on lui faisait peut-être pas assez confiance du côté d'Alexandre Delettre, mais ça marchait pas chez Cofidis. Sur sa première partie de saison, on peut même dire chez Delco, ça marchait pas des masses, puisqu'on nous disait c'est un coureur prometteur, Alexandre Delettre, c'est prometteur, mais ça ne scorait pas. Et là, chez Saint-Michel, bah, il a vraiment fait une très grosse saison en Coupe de France.
Là, chez Total Energy, les semi-classiques italiennes, le Tour du Limousin aussi, hein, où il a été bon. Enfin voilà, ça a été un coureur performant, sauf le Tour de France. Je viens de dire, qui a été un petit peu le trou dans son année, mais en France, ça a plutôt très très bien marché. Donc voilà, du bon Alexandre Delette. Bruno Armirail, là aussi dans les équipiers. Je pense que c'est un équipier majeur aujourd'hui du côté de Bruno Armirail. Moi, je retiendrai également, c'est le contre-la-montre. Sur le Tour d'Espagne, sur également les championnats du monde sur le relais mixte, où il a été très performant, Bruno Armirail, sur ces épreuves-là. Voilà, sur tout ce qui a été contre la montre, c'est vrai qu'il m'a impressionné sur le chrono de Valladolid au Tour d'Espagne, parce que c'était un chrono qui était très court, qui correspondait pas à ses qualités, avec en plus pas mal d'échappées qu'il avait fait auparavant, donc peut-être un petit peu de fatigue à ce moment-là, et bah non, il a été très performant. Et sur le Tour de France aussi, le chrono de Caen, où il a été très efficace sur les contre-la-montre. Donc non, non, très bon, et puis beaucoup d'échappées sur l'année, hein. C'est vrai que c'est un coureur qui a été très offensif du côté de Decathlon AG2R, donc maintenant Visma, mais c'est un coureur qui, pour moi, c'est Kirienka. Je dis toujours, je le compare toujours à Vasil Kirienka, Bruno Armirail, parce que c'est un très bon coureur de contre-la-montre, mais qui passe également très bien les bosses. La moyenne montagne, il est capable de le faire. Donc c'est un peu, voilà, un peu comme Kirienka. Je le compare toujours à Kirienka, mais pour moi, il y a des qualités. Et puis, il y a ce troisième titre de champion de France aussi du chrono. Alors pourtant, il y avait une belle opposition cette année, donc vraiment voilà, très bien Armirail, et puis ce titre de champion d'Europe contre la montre par équipe mixte. Dommage, le championnat d'Europe du chrono, ou 9e, on aurait peut-être pu s'attendre à 2-3 positions de mieux, mais sinon pour moi la saison est réussie. Voilà, du côté de Bruno Armirail, et puis Jordan Jegat, là aussi un coureur qui aurait pu rentrer dans le top 10 du Tour de France, avec beaucoup d'échappées, et cette étape à Pontarlier où il prend le risque de partir à l'avance, qui lui permet de finir 10e, ce qui était osé mais intelligent de sa part. Une année là aussi pour moi intéressante, mais encore une fois, il se fait un bon top 10. Il y a des bons résultats sur les grandes courses, mais c'est un petit peu en deçà des coureurs qui sont devant lui dans le top 10. Donc pour moi, ce top 10 dans le Tour de France ne permettait pas de passer devant un Janière, devant même un Julien Bernard, du côté du côté de Jordan Jegat. Chez Total Energy, s'il avait fallu j'enlève Janière, j'aurais plutôt mis 2 lettres même que Jordan Jegat. Mais ça reste une bonne saison. Et puis je rappelle, c'est un coureur qui en 2023 était dans une équipe continentale. Donc là aussi, il y a une énorme progression en 2 ans. De la part de Jordan Jegat, donc vraiment très très bien du côté du coureur français. Une belle évolution de carrière du côté du coureur français, donc ça c'est très très bien. Le numéro 1 en nombre de victoires déjà, mais numéro 1 pour moi c'est Paul Magnier. Oui, parce que Paul Magnier sur les sprints m'a vraiment impressionné. Je parlais de régularité, il y a une énorme régularité en fin de saison. Alors certes, sur le Giro, ça a été compliqué, par exemple. C'est un trou dans sa saison. Mais la fin d'année qu'il a réalisée, il a été intouchable sur la fin de saison. Il y a peu de coureurs cette année du côté du sprint qui ont réussi à exister derrière Milan, Merlier. Il y a peu de coureurs qui ont réussi à exister. C'est Pedersen qui ont réussi à exister, c'est Coy, c'est Brennan, c'est Philipsen. Et c'est Magnier. Ces 5-là, on va dire, ont été juste derrière les 2 gros. Mais Magnier fait partie de ces coureurs-là qui ont réussi à exister du côté du sprint. Alors certains vont dire, ils auraient mis Vauclin, ils auraient mis plutôt des grimpeurs. Moi, je trouve qu'en France, on a toujours un peu sous-estimé les sprinteurs. Un Jimmy Casper, par exemple, n'a peut-être pas eu la renommée qu'il aurait pu avoir dans d'autres pays. Je trouve que le sprint, ça fait partie du cyclisme. Gagner un sprint, c'est aussi compliqué que remporter une étape de montagne. Il y a de la densité, il faut tout mettre bout à bout. C'est une difficulté aussi de remporter un sprint. Lui, il a une force, je trouve, Magnier, qui m'impressionne toujours. Il a une capacité à se placer seul qui est dingue. Il sait se placer seul sans frotter des masses, sans prendre tant de risques que ça, mais il a un sens du placement ça lui fait gagner beaucoup de sprints. Ensuite, il est hyper puissant, ça c'est clair et net, mais il a une science du placement aujourd'hui
Magnier qui est vraiment impressionnante. C'est là où je trouve qu'il arrive souvent à faire la différence, Paul Magnier. Et puis après, il y a un enchaînement de victoires cette année. Il gagne quand même 5 étapes du Tour de Gandhi. Alors certes, on va me dire, le Tour de Gandhi, c'est pas la plus grosse course du calendrier, mais 5 étapes. Il n'a pas été battu. Pareil sur le Tour de Slovaquie, il a écœuré Kubis, qui pourtant a fait une belle saison, Lucas Kubis, mais qui n'a jamais trouvé la solution. Kroraes, là aussi. En gros, il n'y a que l'étape de Zagreb, où il fait 2. L'étape de Zagreb, derrière Kogut. Mais il a été dominateur sur cette fin de saison. Vainqueur également sur le Tour de Pologne. Enfin voilà, il a gagné sur des très très belles épreuves. Hein. C'est sur le Giro, où il fait une 3e place à Naples, mais qui a peut-être été un peu moins costaud, mais sinon la 2e place aussi sur le Het Nieuwsblad, sur une classique flandrienne. Il fait re-2e sur le Sama. Derrière, c'est Van Der Poel qui est costaud ce jour-là et qui met une menace à tout le monde et à Janière aussi en passant. Mais sinon, sur la saison, il gagne dès son premier jour de course. Il a enchaîné les victoires et vraiment énormément de qualité chez Magnier, notamment sur les classiques. Et si on parle de Français qui ont réussi à exister quand même sur les classiques flandriennes, c'est le seul. Si on parle de Français qui ont réussi à exister du côté du sprint, c'est lui et Janière. Mais il l'a quand même fait de manière un peu plus importante que Janière. Et si on parle de victoire dans la saison, si on parle de points UCI dans l'année, il a 2300 points de marqués. Alors oui, on va dire, sur le Giro, la plus grande course de sa saison, il n'a pas réussi à exister, mais après, sur le reste, il a été intraitable. Et à 21 ans, faut quand même le souligner, et moi je trouve c'est ça, enfin moi il m'impressionne et je suis toujours sur le cul, c'est quand je regarde ses ralentis, parce qu'il sait se placer dans un peloton, mais vraiment se faufiler sans aucun problème. Et à cet âge-là, Coy, Dely savait pas le faire. Coy, Dely, quand ils étaient pas devant, ils gagnaient pas. Il a que 21. C'est-à-dire qu'il a l'âge quand Coy et Dely sont arrivés, où ils ont gagné 15 victoires dans leur première saison, mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Et en plus, dans une équipe où c'est pas facile de s'imposer chez Soudal Quickstep, et il s'impose de plus en plus. T'as quand même Merlier avec toi. Il arrive à s'imposer avec Merlier. Pour moi, ça mérite cette première place. Autant j'ai hésité sur certaines positions dans le classement, autant pour moi, Magnier, premier coureur français, c'était sûr. Sûr parce que sur le sprint, il a été intraitable. Et aujourd'hui, des coureurs comme ça qui arrivent à être dans le top 5 mondial de leur qualité, on va dire, dans leur spécialité, en France, on n'en a pas beaucoup. Il y a Godon, pour moi, sur cette spécialité puncher sprint, mais c'est quand même moins de courses potentiellement dans l'année. Le chat a décidé de rentrer dans la litière. Il y a Magnier qui a réussi à faire ça, et après, derrière, même un Vauquelin, c'est pas top 5. C'est là où, pour moi, il a été super fort sur cette saison, Paul Magnier. Donc bravo, Paul Magnier. Numéro 1 des coureurs français dans mon classement cette année sur la chaîne d'Amérique Production. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à regarder la playlist des top 10 si vous en avez raté, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura encore quelques top 10 qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.